Le potentiel caché, ça c'est quelque chose qui crée beaucoup de valeur. Parce que là, aujourd'hui, tout le monde fait l'optimisation à Montréal, et c'est quand même un peu la mode. Mais au-delà de l'optimisation à travers les revenus dépenses, il y a aussi des fois un potentiel qui peut être caché, qui peut être intéressant à regarder. Alors bonjour à tous, pour cette nouvelle entrevue, j'ai la chance de recevoir Kay Jin. Bonjour Kay, comment ça va? Ça va super bien, merci à toi Christopher. Ça va super bien, merci. Merci de poser Excellent. la question. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas Kay, Kay est un investisseur immobilier très dynamique et surtout très discipliné. On a notamment eu la chance de travailler sur différents dossiers ensemble. Ça se passe super bien et ça s'est également passé super bien. Aujourd'hui, on a aussi la chance d'être dans un paysage paradisiaque. On est actuellement à Sainte-Lucie, dans les Caraïbes, dans le cadre de la semaine de formation du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. C'est vraiment formidable. C'est vraiment une très belle opportunité pour réseauter avec plusieurs investisseurs immobiliers. On est à peu près 200 investisseurs immobiliers ici, fait que c'est du temps de qualité, n'est-ce pas? Exactement, ouais. Super belle semaine. Super belle semaine. Donc, écoute, Kay, j'aimerais que tu nous partages peut-être un peu ton parcours, nous parler peut-être de tes bons coups. Mais avant tout, pourrais-tu te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter en quelques mots, du moins? Comment ça a commencé pour toi? Est-ce que tu as toujours été dans l'immobilier ou avant ça, est-ce que tu étais dans un autre créneau, dans un autre secteur d'activité? Moi, je suis ingénieur de formation à la base, ingénieur en informatique. Donc j'ai travaillé au total une dizaine d'années dans le domaine. J'ai travaillé pendant 80 ans en tant que consultant en informatique dans le domaine aéronautique automobile pour une compagnie. Moi, mes parents, ils font aussi de l'immobilier. Ils font un petit peu d'immobilier et puis donc ça fait peut-être une vingtaine d'années en fait que je touche un petit peu à l'immobilier à cause d'eux. Donc moi, quand j'étais adolescent, j'ai déjà été changer des toilettes, réparer un balcon, ce genre de choses. Et puis l'immobilier, personnellement, j'ai acheté mon premier immeuble il y a 8 ans. Mais c'était pas vraiment quelque chose qui était… En fait, j'ai acheté parce que mes parents ils m'ont dit il faudrait que tu investisses. Au moins, tu achètes un immeuble. Et puis moi, à ce moment-là, comment je voyais l'immobilier, pour moi, ce n'était pas nécessairement une belle qualité de vie parce que la manière dont mes parents faisaient les choses, ce n'est pas la manière qu'aujourd'hui, il y a plein de formations qui se donnent, on sait comment ça fonctionne l'immobilier, c'est beaucoup plus sophistiqué. Et puis, moi, dans le temps, on ne faisait pas beaucoup de délégations. Donc, on travaillait beaucoup. Et puis, donc, au niveau de la qualité de vie, c'est quand tu te fais appeler par les locataires parce que tu as un petit problème à gauche et à droite, des fois, c'est un samedi soir et puis des fois, ça peut être en plein hiver, quand il y a une tempête de neige et puis il faut que tu ailles faire quelque chose à l'extérieur parce qu'il y a une urgence et tout. Il y a un dégât d'eau, par exemple. Ouais. Quand il y a des grosses choses, là, on engageait des gens, mais en général, quand c'est des petites choses, on faisait ça nous-mêmes. Donc pour moi, j'associais immobilier avec mauvaise qualité de vie. Donc je vis un peu de stress en fait quand j'associe l'immobilier. Donc, il y a 8 ans, j'ai acheté mon premier immeuble, mais… Mais là, excuse-moi de t'interrompre. Fait que là, toi, tu es ingénieur de formation en informatique. Tu as fait ça pendant 8 ans. 8 ans, mais après 8 ans, j'avais quitté parce que moi, j'ai toujours voulu être à mon compte, travailler, pas avoir un patron, me lancer en affaires. J'ai toujours eu l'esprit entrepreneurial. Et puis à ce moment-là, j'avais quitté et j'avais plein d'idées en tête. En informatique évidemment parce que c'est ça que je faisais. Donc j'avais travaillé sur quelques projets et puis pendant peut-être un an et demi de temps. Et puis là, par la suite, il y a un ancien employeur qui m'a appelé, qui m'a offert un contrat à temps partiel, qui m'a fait une offre qui était dure à refuser. Mais j'ai dit ok, je ne vais pas faire longtemps. Il a dit ok, 3 mois, j'ai dit 3 mois max, à temps partiel. 3 mois? Ouais, c'est ce que je lui ai dit à ce moment-là. D'accord. Parce que je voulais pas continuer, parce que j'étais vraiment passionné par ce que je faisais, parce que quand je travaille pour moi-même, j'ai un projet en tête, je fonce vraiment, puis je veux vraiment le faire
comme il faut. Et puis, je compte pas mes heures quand je suis passionné par mon projet. Donc là, je lui dis 3 mois. Et puis, finalement, 3 mois temps partiel, comme ça, je pouvais faire mes affaires à côté. Et puis, finalement, ça s'est tiré pendant 2 ans de temps. Ah, magnifique. Ouais. Mais en même temps, ça m'a donné une belle flexibilité, avoir un revenu justement pour être capable de faire mes autres choses. Mais en même temps, à ce moment-là, quand j'ai commencé à travailler en tant que consultant à mon compte avec ce contrat-là, j'ai eu l'opportunité de découvrir le club d'investisseurs immobiliers du Québec. Ah, OK, c'est dans ce laps de temps-là que tu as fait 8 ans à travailler pour un employeur. Ensuite, tu t'es positionné comme consultant pendant ces 2 années-là. Puis durant cette période-là… Pendant un an et demi, j'ai travaillé sur mes projets personnels. Et après ça, pendant 2 ans de temps, j'ai été consultant. Et c'est là que tu as découvert le club d'investisseurs immobiliers? C'est ça, au tout début. Fait que tes parents ont allumé la flamme en quelque sorte de l'immobilier? Non? Non, non. Ils m'ont pas allumé la flamme. Ils m'ont fait découvrir l'immobilier, mais pas de la manière dont je la vois aujourd'hui. OK, parfait. Ouais, non, parce qu'eux autres, j'imagine qu'ils n'ont pas assisté à des formations ni rien de tout ça. Fait que pour eux, c'était quelque chose qui était instinctif. J'ai de l'argent à placer, on va l'investir peut-être à la bourse, on va acheter de l'immobilier. Oui, on est d'origine chinoise. Hein. Donc les Chinois, je pense que la majorité, ils touchent au moins un petit peu à l'immobilier. En général, c'est très culturel. Ah oui? Ouais, c'est très culturel de faire de l'immobilier. Donc, fait que du coup, ils ont investi dans l'immobilier. Toi, tu as grandi un peu avec ça. Tu sais, s'il y avait des petits travaux à faire, tu as appris un peu en quelque sorte avec ça également. Puis là, tu as découvert le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Oui, exact. Moi, à ce moment-là, ça a commencé à prendre beaucoup de… on voit de plus en plus l'immobilier, les clubs, les différents trucs comme ça, les formations dans les médias sociaux, Facebook, etc. Donc, je voyais, il y avait des mordus d'immobilier, un groupe qui est mordu d'immobilier au tout début quand ça venait de sortir. Et puis, je trouvais ça super intéressant. J'apprenais beaucoup avec ça, entre autres. Et puis, j'ai suivi aussi Steve Forger, jeune investisseur immobilier, son blog. Ouais. Je trouvais ça super intéressant. Moi, à ce moment-là, quand je voyais une trentaine de logements à l'intérieur de quelques années, puis en plus, lui il est consultant, puis il voyageait, puis il pouvait gérer à distance les affaires. Je dis, on n'est pas obligé d'être là, puis de se lever à minuit parce qu'on a un petit problème. Il y a possibilité de faire les choses différemment. Il progressait quand même relativement rapidement par rapport à ce que moi je connaissais. Et puis à un moment donné, moi je trouvais, OK, il y a différentes manières de faire l'immobilier. Puis à un moment donné, il part du club immobilier. Donc là, j'ai dit, OK, ça a l'air intéressant. Là, je me suis inscrit. Donc, pour toi, ça a été une suite logique. Tu as vu que lui, il était consultant, mais il s'investissait également dans l'immobilier. L'un n'empêchait pas l'autre. Fait que pour toi, en même temps, tu t'es dit, tu sais quoi? Lui, il parle du club des investisseurs immobiliers. Probablement que ce club-là peut m'apporter quelque chose et faire la différence pour moi et me permettre de commencer à investir en immobilier puis développer un portefeuille, un parc immobilier. C'est ça exactement. Mais surtout que lui, il passait pas tout son temps, son énergie. Il pouvait avoir quelque chose à côté, puis être capable de gérer à distance aussi. Donc moi, ça m'a ouvert un petit peu les yeux sur d'autres manières de faire. Et puis le club immobilier, quand il en parlait, je voyais que c'était quelque chose de super intéressant. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment pris la piqûre de l'immobilier. Ah, super. Puis là, tu as commencé à faire des formations avec le club, tu as des formations que tu as été fait? Oui, j'ai fait le coaching régulier du club immobilier. Dernièrement, je viens de terminer aussi le coaching avancé. Et puis vraiment le coaching régulier, c'est ça qui m'a ouvert les yeux vraiment sur toutes les facettes de l'investissement, comment faire vraiment la base. Il y avait beaucoup de choses que je connaissais en termes de gestion, etc. J'en ai vécu pas mal, hein. Tous les trucs avec la régie, j'ai vécu beaucoup de choses. Mais vraiment la base en tant qu'investissement pour être capable de l'utiliser comme vrai levier de création de richesse, c'est là que je l'ai appris, avec le club immobilier. Fait que l'immobilier en tant que tel t'a toujours intéressé, vu que c'est quelque chose j'ai cru comprendre que c'est culturel. Mais toi, tu as cherché… En fait, intéressé, comme je t'ai dit, moi j'associe ça un petit peu avec une mauvaise qualité de vie. Donc… Mais c'est culturel. Il y en a pas moins que c'est culturel. En fait, j'avais pas le choix. T'avais pas le choix. Ouais. Fait que là, toi, tu as décidé d'aller te former pour devenir, du moins, te lancer dans l'immobilier, mais d'une manière beaucoup plus sophistiquée, comprendre les différents rouages, les différentes étapes de création de valeur. En fait, toi,
lorsque tu regardes un projet d'investissement, par exemple, est-ce qu'il y a un secteur en particulier qui t'intéresse plus que d'autres? Comment tu procèdes pour déterminer un secteur avec un potentiel de croissance? Ou bien sinon, quand tu regardes un immeuble, est-ce que tu regardes juste les revenus, les dépenses? Comment tu procèdes? Moi, en fait, les secteurs, où est-ce que moi j'investis déjà, c'est les secteurs centraux de Montréal. Donc, j'évite de m'éloigner parce que de un, je ne connais pas assez bien les secteurs quand ils sont plus éloignés. Et de deux, tu n'as pas la même qualité tu n'as pas le même rendement que tu pourrais avoir dans les secteurs centraux. Donc moi, les immeubles que j'ai, ils sont tous à l'intérieur de 10 minutes d'un métro assez central. Donc je suis dans Villeray, dans Verdun, dans Hochelaga, bientôt le Plateau aussi. Et puis ensemble là, d'ailleurs. Ouais. Et puis ce que je regarde en fait, c'est évidemment je vais regarder les chiffres, mais on est à Montréal hein, et le marché actuel à Montréal, si on veut créer de la valeur, si on veut acheter quelque chose d'intéressant, c'est l'optimisation qu'on fait. Absolument. Donc c'est ça que je regarde en premier lieu. Donc c'est quoi? Je regarde les chiffres, je regarde le potentiel locatif, à combien je peux amener l'immeuble. Je fais mes calculs pour voir à l'intérieur de combien de temps je pourrais refinancer, récupérer mes billes que j'aurais investi dans le projet. Donc ça, c'est une des choses que je regarde. La deuxième chose que je regarde, c'est vraiment le potentiel au-delà de l'optimisation pure, d'augmentation de valeur à travers les revenus dépenses. Mais vraiment voir le potentiel. Donc est-ce qu'il y a un autre potentiel à aller chercher? Est-ce que tu as un gros terrain? Est-ce que, je ne sais pas, tu peux rajouter des unités? Est-ce que tu peux, je ne sais pas, tu as des super grosses unités que tu peux subdiviser peut-être? Il y a tellement de choses que tu peux voir dans le potentiel. C'est un potentiel qui est un peu caché au-delà des chiffres. Fait que tu regardes le zonage, tu vas à la ville, tu regardes le zonage, quelles sont les différentes choses que tu peux faire avec cet immeuble-là. Est-ce que tu peux rajouter des étages? Est-ce que tu peux construire à l'arrière? Est-ce que tu peux... Fait que tu regardes ça, c'est ça? Il y a plein de choses, exactement. Il y a plein de choses que tu peux faire. Tu regardes le zonage, tu regardes c'est quoi le potentiel, combien d'unités tu peux avoir versus les unités qui est existant. Est-ce qu'il y a un potentiel de rajouter des unités? Est-ce que c'est quoi le zonage? Est-ce que c'est commercial? Est-ce que c'est zoné Airbnb d'ailleurs? Il y a beaucoup de choses que tu peux voir avec travers le zonage. Et d'ailleurs, quand j'achète, je pense que c'est important d'aller voir le zonage parce que des fois, pas le zonage, excuse-moi, mais aller à l'urbanisme parce que des fois, le nombre de logements qui est indiqué sur la fiche ou même dans le rôle foncier, il n'est pas représentatif sur le vrai zonage. Parce que l'urbanisme, excuse-moi par rapport au nombre de logements, parce qu'à l'urbanisme, ils ont le vrai nombre de logements qui est sur l'immeuble versus le rôle foncier des fois qui n'est pas le même nombre d'immeubles. Différer un peu. C'est ça. Ouais. Pour différentes raisons. Ouais. OK, parfait. Fait que ton premier investissement immobilier, c'était dans quel secteur que tu as fait ça? Ça, c'était dans Villeray. Ça a été ton premier immeuble? C'est mon premier immeuble il y a 8 ans quand mes parents ils m'ont dit « tu devrais investir ». Là, j'ai dit « bon, je vais en acheter un pour ma retraite, mais ça va être tout ». C'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Mais c'était un très bel immeuble, très bien situé à 1 minute du métro Jean Talon. 1 minute? Ouais. Wow. Ouais. Donc c'est un bel immeuble, mais quand j'ai acheté, c'était un immeuble qui était optimisé à ce moment-là, par rapport à la valeur locative de ce moment-là, il y a 8 ans. C'est un bel immeuble, j'avais pas de problème en termes de gestion, etc., pour les travaux et tout. Donc ça s'est quand même relativement bien passé, mais c'était déjà optimisé. Donc ça, c'était avant ou après avoir rencontré les membres du club d'investisseurs immobiliers? C'était bien avant, parce que le club, ça fait peut-être 3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai commencé la formation du coaching régulier du club. Ouais, Okay. Donc c'était avant ça. Fait que dans le fond, tu cherchais un produit qui était beaucoup plus clé en main, tu voulais pas avoir de problème avec tes locataires, un immeuble qui avait été stabilisé avec une bonne clientèle locative à l'intérieur. Ça, c'était avant de rencontrer le club? C'était avant de rencontrer le club. Donc je regardais les immeubles qui étaient là et puis pour moi, c'était juste les chiffres. Je regardais est-ce que je suis capable de rembourser ma dette par rapport à la banque. Et puis celui-là, c'était un bel immeuble. Et puis moi, j'habitais juste en face en plus de cet immeuble-là. J'avais regardé pendant 6 mois de temps les listings et puis là, je suis tombé là-dessus. C'était juste en face d'où est-ce que j'habitais. Et puis je suis tombé là-dessus. Ah, super, super. Fait que là, tu as rencontré le club, puis là, tu as appris les différentes techniques d'investissement, etc. Fait que là, lorsque tu regardes des immeubles, tu le mentionnais un petit peu plus tôt, tu regardes le potentiel de l'immeuble, tant au niveau des revenus qu'au niveau des dépenses. Tu vas te renseigner auprès de la ville, de la municipalité pour voir s'il y a un potentiel de créer davantage de valeur sur l'immeuble. Exact. Puis... Moi, je fais mes calculs moi-même avec mon fichier Excel. Donc, je regarde
Comme avant, il y a 8 ans, quand j'ai acheté mon premier immeuble, je ne connaissais pas ça, les dépenses normalisées, je ne savais pas comment calculer TGA, le RCD, qu'est-ce qu'il fallait que j'utilise, etc. Je ne connaissais rien de ça. Donc aujourd'hui, je suis capable de… J'ai un immeuble, je suis capable de mettre les chiffres et puis dans mon Excel, savoir quel type d'immeuble c'est quoi le RCD que je dois utiliser, dans quel secteur, c'est quoi le TGA qui devrait être pris en considération. Donc là, je suis capable de vraiment d'avoir une analyse quand même assez rapide pour savoir de manière très réaliste qu'est-ce que je peux obtenir pour la suite. Ah, c'est vraiment génial parce que, tu sais, surtout dans le marché actuel, la rapidité d'exécution, c'est vraiment un élément qui est crucial et définitivement nécessaire parce que ça bouge rapidement. Ça bouge même très rapidement. Très rapidement, oui. Fait que le fait d'avoir un tableur, une modélisation financière là, que tu peux juste paramétrer rapidement pour avoir une bonne idée, un portrait général du potentiel que tu peux aller chercher sur cet immeuble-là, c'est vraiment génial. Puis ça te permet de réagir très vite lorsqu'une opportunité se présente à toi. Oui, exactement. Parfait. Est-ce que tu as un prochain move, un prochain investissement que tu as dans ta ligne de mire? Est-ce que tu es en train de travailler sur quelque chose présentement? Effectivement, je vais notarier un immeuble sur le plateau d'ici les prochaines semaines, avec toi d'ailleurs. Un très bel achat qu'on va faire. Oui, ouais. Un très bel achat. En fait, on a travaillé fort là-dessus. Ouais. Beau projet d'optimisation également. Je pense qu'on a un bon produit en main également. Ouais, très belle localisation. Localisation. C'est très important. Ouais. Prime spot. Ouais. En tout cas, on ne vous donne pas plus de détails par rapport à ça parce que ce n'est pas encore notarié, mais ça s'en vient bientôt. Exact. Right. Est-ce que tu aurais un truc ou une astuce quelconque que tu aimerais partager peut-être avec l'auditoire, avec des personnes qui sont un peu plus novices que toi ou je sais pas moi? Ben, un peu ce que je racontais un petit peu plus tôt, c'est vraiment de faire les choses, de pousser l'analyse vraiment, vraiment faire l'analyse financière par rapport à savoir, ok, est-ce que ça rentre dans les chiffres, est-ce que c'est quand tu fais tes calculs d'optimisation, pour ceux qui font de l'optimisation à Montréal, parce que c'est la manière de faire à Montréal aujourd'hui, combien de temps tu es capable d'aller récupérer ton argent, d'aller vérifier à la ville au niveau du zonage, faire les vérifications diligentes nécessaires. C'est pas tout le monde qui fait ça à la ville, vérifier le zonage aussi, mais je pense que c'est quelque chose d'important à faire parce que tu peux des fois voir aussi du potentiel qui est caché. Ouais. Le potentiel caché, ça c'est quelque chose qui crée beaucoup de valeur. Parce que là, aujourd'hui, tout le monde fait de l'optimisation à Montréal. C'est quand même un peu la mode, mais c'est une mode qu'on n'a pas vraiment le choix aussi avec le marché actuel. Mais au-delà de l'optimisation à travers les revenus dépenses pour augmenter la valeur de l'immeuble, il y a aussi des fois un potentiel qui peut être caché, qui est un peu plus poussé, qui peut être intéressant à regarder. OK, super. Est-ce que tu regardes aussi un peu les indicateurs sociodémographiques comme dans le secteur? C'est quoi les groupes d'âge qui se trouvent là? C'est quoi le niveau de scolarité ou le revenu moyen, par exemple? Est-ce que ça, c'est des choses que tu regardes? Personnellement, je ne le regarde pas parce que je regarde seulement dans les secteurs que je connais déjà. Donc j'ai déjà une bonne idée par rapport à la démographie du quartier où est-ce que j'investis, par rapport au type… au type de locataire. La taille des ménages. La taille des ménages, les revenus, à quoi ça ressemble, les revenus moyens. Donc j'ai une bonne idée du potentiel locatif de cette manière-là et puis à qui je pourrais louer. Mais effectivement, si il y a des gens qui investissent dans des secteurs qu'ils connaissent moins, c'est quelque chose d'important à faire. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est tout un travail qui doit être fait en amont. Avant de se lancer, on veut bien connaître le secteur au niveau des différents indicateurs sociodémographiques pour savoir c'est quoi le profil des ménages dans ce secteur-là, c'est quoi la taille moyenne des ménages, le revenu moyen des ménages, parce qu'en même temps, ça va te dicter est-ce que j'achète des 3,5, des 4,5, est-ce que, je sais pas moi, il y a un immeuble qui m'intéresse puis c'est des grands 6,5, est-ce qu'il y a moyen peut-être d'en faire des plus petites unités? Exactement. Est-ce qu'on peut répondre à un besoin de cette catégorie ou du moins de cette strate générationnelle-là? Est-ce que c'est des baby boomers qui sont là? Est-ce que c'est des milléniaux qui sont là? Qu'est-ce qu'ils ont de besoin? Est-ce qu'on peut rajouter peut-être une connexion Internet puis leur permettre de bénéficier de cette connexion Internet-là à moindre coût peut-être? Tout ça, c'est des éléments qui sont pertinents, puis ça te permet aussi d'optimiser davantage. Exact. Je pense que, comme tu dis, connaître son marché, c'est super important. Connaître le secteur où est-ce qu'on investit, c'est super important parce que c'est là que tu vas être capable de bouger vite. Ouais, avec le marché actuel, comme tu disais, c'est tellement chaud
qu'il faut être capable de bouger vite. Et puis si tu ne connais pas ta démographie, tu ne connais pas la clientèle, c'est assez difficile de faire une bonne analyse rapide pour bouger rapidement. Voilà. Fait que, écoute, donc en résumé, c'est important de bien connaître son marché. D'abord avant tout, tu repères un secteur avec un potentiel de croissance. À ce moment-là, une fois que tu as bien analysé ton marché, le profil des ménages, etc., là, tu es en mesure de bouger plus rapidement parce que tu maîtrises bien le secteur. Tu fais tes analyses de rentabilité. Est-ce que ça fonctionne au niveau des différents scénarios? Oui, parfait. Dépose d'offres d'achat. Puis aussi, c'est important aussi d'aller voir à la ville, voir s'il y a un autre potentiel sur l'immeuble. Ouais. Puis, et c'est de pousser un peu plus loin. C'est de pousser un peu plus loin, Ouais. puis d'aller au-delà de la simple modélisation financière. Parce que si on est capable de trouver quelque chose qui est caché, que les gens en général ne vont pas pousser, ou est-ce que les gens ne vont pas pousser, bah là, tu es en train de créer énormément de valeur. Et c'est surtout ça plus, qui est bien parce que, tu sais, beaucoup de personnes s'arrêtent à une modélisation financière, ils vont utiliser un tableur Excel, OK, boum, 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 ça rentre au niveau de ma rentabilité, mais ils ne vont pas nécessairement pousser plus loin, aller peut-être à la ville ou peut-être regarder. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de la démographie, mais ça aussi, ça peut déceler des occasions opportunes pour un investisseur immobilier, quelqu'un qui est dans un secteur où est-ce que c'est majoritairement des baby boomers, mais qu'est-ce qu'ils recherchent, eux autres? Ils recherchent peut-être, je sais pas moi, un immeuble avec ascenseur peut-être, parce que peut-être ils ont un peu plus de difficulté de monter au 4e étage à pied. Bah ouais, c'est ça. Quand tu connais la démographie de ton secteur, tu sais c'est quoi le produit qu'ils recherchent le plus. Ouais. Un truc que je fais aussi, c'est à chaque fois qu'il y a un listing qui m'intéresse, la première chose que je fais, je vais sur Google Street View, je regarde de quoi ça a l'air. Je vais sur Google Earth pour regarder en trois dimensions pour voir de quoi ça a l'air dans le secteur, de quoi ça a l'air l'immeuble, le terrain, etc. Donc avant même de me rendre sur place, j'ai déjà une bonne idée. Okay. Des fois, tu peux voir quelque chose rapidement, que il y a un super gros terrain, comment c'est fait le terrain. Il y a des choses que tu peux voir de cette manière-là. Ah, super, c'est vraiment bon ça, c'est un bon truc. Donc, écoute, je pense qu'on va arrêter là-dessus. Ben écoute, merci beaucoup, Kay, pour ton temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté de te prêter à cette courte entrevue. Un grand plaisir. On vous remercie également, l'auditoire, pour votre écoute. On vous inviterait à partager la capsule avec vos amis et à taguer les personnes que vous jugez qui pourraient être inspirées par cette entrevue-là. Et bien sûr, encourager les services de PMML. On est dans le créneau de la vente et l'achat de multilogements. On fait également du financement de multilogements. Donc, sur ce, on vous remercie encore une fois, puis on vous dit à bientôt. À bientôt.